L'Éthiopie est une terre de contrastes. On y trouve des chaînes de montagnes, des marais luxuriants et des savanes sèches. Et au centre du pays se trouve une petite région où se mêlent tous ces environnements. Le parc national d'Awash tient à la fois du désert et de l'oasis. Il abrite un primate aux facettes aussi nombreuses que celles de la région. Le babouin hamadryas. Sous la conduite des mâles dominants, les hamadryas évoluent dans les diverses zones du parc. Ils partent chaque jour en quête de nourriture et affrontent non seulement les périls naturels, mais aussi leurs congénères. Voici le quotidien des hamadryas de l'Awash. Il y a 11 millions d'années, la plaine de l'Est de l'Afrique a subi un énorme bouleversement géologique qui a fait apparaître une fissure courant sur des milliers de kilomètres du nord au sud de la Corne de l'Afrique. Son nom, la vallée du Grand Rift. Générée par de violents mouvements tectoniques et par des éruptions volcaniques, elle a donné naissance à des environnements aussi somptueux qu'hostiles. Au nord-est de la zone se trouve un pays emblématique de ces forces contraires. L'Éthiopie est le pays de tous les extrêmes. Le contraste entre les hauts plateaux, les vastes vallées fluviales et les déserts arides est frappant. Chacun de ces environnements accueille une espèce de primate différente. Ces animaux font preuve d'une capacité d'adaptation sidérante. Ils sont capables de survivre partout, des zones désertiques aux marécages. Les différences entre chacun de ces habitats se reflètent dans la structure sociétale des primates qui y vivent. Il existe une région en particulier où ce phénomène peut être observé dans un espace réduit. Le parc national d'Awash, au centre de l'Éthiopie, est à la fois un paradis verdoyant et un désert impitoyable. Pendant la saison sèche, les précipitations ne dépassent pas les 3 mm par mois. Le paysage poussiéreux et stérile n'a que peu à offrir à ses habitants. Mais au cœur du parc se cache un oasis luxuriant. Une utopie naturelle enfantée par les forces volcaniques qui ont créé les déserts environnants. Ce havre de verdure abrite l'un des primates les plus emblématiques de l'Éthiopie. Le babouin hamadryas. Son habitat est à la fois généreux et rigoureux. En parallèle, sa vie est un mélange de tendresse et d'agressivité. Les hamadryas vivent dans un monde où la coopération la plus douce côtoie la compétition la plus brutale. Dès le lever du soleil, les activités quotidiennes débutent.
Les mâles dominants rassemblent et organisent leur harem. Les clans d'Hamadryas se composent de plusieurs familles, dirigées chacune par un mâle dominant. Chez ces babouins, l'entraide est sacrée. Dès les premières heures du jour, les plus jeunes jouent, se chamaillent et courent inlassablement. Mais les adultes adoptent un rythme beaucoup plus paisible. Les mâles dominants trônent au milieu de leur famille et tolèrent la présence de leurs voisins. Les mâles se partagent le territoire, mais pas les femelles. Envers ces dernières, leur comportement est possessif et agressif. Le mâle dominant fait constamment l'objet de toutes les attentions de la part de ses favorites. Les mâles les plus puissants peuvent garder leur harem pendant 10 ans. La longévité de son règne ne dépend que de sa force physique. Si une femelle a l'outrecuidance de regarder un autre mâle, elle s'expose à des conséquences cruelles. Elle porte les cicatrices de la discipline masculine, qui se manifestent généralement par une morsure à l'oreille. Chez les Hamadryas, le mâle règne en maître. Mais leur royaume, à leur image, est par bien des côtés tout aussi impitoyable. Chez la plupart des babouins, les femelles restent au sein de leur famille, tandis que les mâles se dispersent dans d'autres groupes à l'adolescence. Mais l'Hamadryas est un cas à part. Les mâles nouent des liens fraternels qui durent de la naissance à la mort. La structure de la société se fonde sur des groupes de mâles dominants. La cohésion du clan est fondée sur leur agressivité. Mais ce simple geste d'affection est tout aussi important au sein de cette société complexe. L'épouillage est un grand indicateur de domination. Les membres dominants du clan reçoivent plus de marques d'affection que les autres. Les femelles dépensent donc une grande partie de leur énergie à essayer de satisfaire leur mâle. En retour, elles reçoivent sa protection. En cas de bagarre, le mâle dominant ne défend que ses favorites. L'épouillage est un acte éminemment politique qui influe sur l'équilibre des pouvoirs de tout le clan. Pour cette jeune mère et son nouveau-né, la dynamique du groupe génère à la fois de la sécurité et du stress. L'éducation est très peu coopérative chez l'Hamadryas. Les enfants sont avant tout élevés par leur mère. Mais cette dernière ne doit jamais trahir sa loyauté envers le père.
Chaque matin, les groupes sous la conduite des mâles quittent les falaises où ils passent la nuit pour rejoindre le parc en contrebas. C'est un trajet périlleux que tout le clan doit effectuer ensemble. Ces falaises, contrairement au reste du parc d'Awash, sont un havre de paix. Seuls les clans d'Amadrias les plus forts y vivent. Les animaux de la bordure extérieure du parc mènent une existence très différente. Ces falaises sont entourées de vastes étendues de prairies arides à la végétation rare. C'est le domaine de prédateurs tels que le lion ou le chacal. Mais les carnivores ne représentent pas le seul danger. La saison sèche, très longue et très aride, met également la survie des babouins en péril. Pendant la saison sèche, la température dépasse les 40 degrés. Mais la rareté de la pluie est compensée de manière surprenante. Les mouvements tectoniques et les forces volcaniques qui ont engendré le paysage du parc ont également donné naissance à un phénomène inattendu. La lave, qui s'est écoulée pendant des millénaires, s'est figée à l'air libre sous la forme d'une roche volcanique extrêmement poreuse. Des sources souterraines coulent toute l'année à travers cette roche, pour créer un véritable oasis au pied des falaises de l'Awash. Cette petite zone du parc reste verdoyante du début à la fin de l'année. Ce paradis offre protection, eau et nourriture à la faune locale. Ces montagnes regorgent de trésors. Pour les babouins qui descendent des falaises, le premier repas du jour est une friandise appréciée de tous. Les noix de palme. Le babouin Amadrias a une alimentation très variée. Tous les membres du groupe se régalent de ces fruits succulents. Les déplacements quotidiens des clans sont dictés par la recherche de nourriture. Dès les premières lueurs du jour, ils descendent dans la plaine de l'Awash pour y trouver de quoi manger. Le petit déjeuner permet aux petits de faire le plein d'énergie. Ils explorent le monde en multipliant les cabrioles. C'est à cet âge qu'ils découvrent toute l'étendue de leur capacité physique. Le clan se compose de plusieurs harems, chacun avec ses propres petits. Tous les enfants du clan jouent ensemble et s'amusent comme des petits fous.
Ils testent leur agilité au cours de bagarres factices. De la même manière, ils apprennent à grimper. C'est une éducation par le jeu. Mais les adultes sonnent la fin de la récréation. Le clan doit repartir à la recherche d'autres sources de nourriture. Les falaises sont riches en nourriture, mais la madrias ne peut pas vivre uniquement de noix de palme. Pour trouver les racines dont ils ont besoin pour compléter leur régime, ils doivent se rendre au centre aride du parc. Quitter l'abri des falaises est un choix risqué. Un autre clan pourrait en profiter pour investir l'oasis abandonnée. Mais ils n'ont pas le choix. Chaque matin, ils partent ainsi en quête d'aliments avant de revenir le plus vite possible à leur oasis. Sous la conduite des mâles dominants, ils arpentent en hâte les vastes étendues dégagées à la recherche du peu de nourriture qu'ils peuvent y trouver. Mais les babouins ont de la concurrence. Le phacochère est un omnivore qui creuse le sol à la recherche de racines enterrées. Il est parfaitement adapté à ce genre de terrain aride. Il résiste très bien à la chaleur et son corps parvient à conserver un maximum d'humidité. C'est une caractéristique qu'il partage avec un autre habitant du parc d'Awash. L'oryx peut survivre très longtemps sans boire. Mais il a besoin d'une végétation qui retient suffisamment l'humidité. Même s'il évolue parfaitement à son aise dans le cœur aride du parc, ce troupeau doit régulièrement changer d'emplacement. Les oryx traversent la plaine à la recherche de plantes riches en eau.
Mais cette quête ne concerne pas que les mammifères. La tortue léopard vit elle aussi dans la zone aride du parc d'Awash, mais elle ne peut pas survivre longtemps sans eau. Elle est donc perpétuellement en mouvement dans cet environnement stérile. Elle dispose de plusieurs solutions ingénieuses pour résister aux rigueurs de son habitat. Sa carapace bombée lui offre une excellente protection contre la chaleur. Cela lui permet de passer plus de temps au soleil à la recherche d'eau ou de nourriture. Mais la chaleur de l'Éthiopie s'avère parfois trop torride, même pour ce reptile qui y est pourtant adapté. Lorsque la tortue léopard s'abrite sous la végétation, les graines contenues dans ses déjections germent à l'ombre, ce qui participe à la dissémination des plantes. Cette régénération de la végétation est très utile à toutes les créatures vivant dans cet environnement cruel. Le parc d'Awash abrite également d'autres espèces de babouins. Le babouin olive est l'un des membres les plus résistants de la famille des primates. Capable de survivre dans presque tous les environnements, il résiste sans mal aux rigueurs des plaines désertiques de l'Awash. Son grand avantage tient à l'extrême variété de son régime alimentaire. Il mange de tout, des épines aux feuilles, en passant par des petits mammifères et des reptiles. Même lorsque la nature n'a presque rien à lui offrir, il parvient toujours à s'en sortir. Le babouin olive est prêt à avaler tout ce qui lui tombe sous la main, ou presque. Chaque jour, à l'instar des autres habitants du parc d'Awash, les babouins olives errent dans la plaine aride à la recherche du moindre aliment. Un peu plus au nord, le scénario est différent. Si le parc d'Awash est en grande partie aride et inhospitalier, les monts Simiens, par contre, sont luxuriants. Les falaises verdoyantes s'étendent jusqu'à l'horizon et culminent à une altitude de 4500 mètres. Sur ces hauts plateaux éthiopiens, l'humidité est omniprésente. La végétation reste verte et généreuse toute l'année. Entre chaque sommet, de multiples espèces prospèrent. Les animaux de la région mènent une vie bien différente de ceux de l'Awash. Ici, on ne trouve ni désert, ni plaine aride. Les hauts plateaux offrent eau et nourriture tout au long de l'année, pour le plus grand bonheur de leurs habitants. Le bouquetin d'Abyssinie vit à une altitude comprise entre 2500 et 4500 mètres. Les plantes dont il se nourrit ne poussent que dans cette région des monts Simiens. Cet animal a besoin d'un apport régulier en eau. Il la trouve principalement dans les hauteurs de cette cathédrale naturelle. Le bouquetin y cohabite avec un autre primate emblématique de l'Éthiopie. Le babouin Gelada vit dans les monts Simiens au-dessus de 1500 mètres. C'est à cette altitude que poussent les herbes riches en protéines dont dépend sa survie. Le Gelada est le seul primate à se nourrir presque exclusivement d'herbes.
Son régime alimentaire ressemble plus à celui d'un bovin qu'à celui des autres babouins. Paisiblement assis dans la verdure, il attrape les herbes avec ses mains aux pouces très opposables. Le gélada passe ses journées à évoluer dans les prairies des hauts plateaux éthiopiens. La journée du gélada est très éloignée de celle de la madrias. Les premiers vivent en sécurité dans un habitat montagneux généreux, tandis que les seconds sont en lutte constante contre leur environnement. Mais l'Awash a deux facettes. C'est à la fois un désert et une oasis. Ces roches magmatiques filtrent l'eau de source que les animaux de l'Awash boivent toute l'année. Les marécages donnent naissance à des cours d'eau qui alimentent les régions arides du parc. C'est dans cette zone que l'on peut trouver une autre espèce de primate bien plus timide que ses grands cousins. Le grivet ne peut survivre que dans une végétation luxuriante avec de l'eau en abondance. Les grivets sont donc confinés aux marécages du parc, dont le centre, trop aride, leur est interdit. Ils passent la plupart de leur temps dans les arbres et n'en descendent que pour boire. Mais la rivière n'est pas sans danger. Les rives que fréquente le grivet sont également le terrain de chasse d'un prédateur aussi massif que redoutable. Le crocodile du Nil. Sa petite taille fait de ce singe une proie facile. Ils font confiance à leur sens aiguisé pour surmonter les dangers de la rivière. Constamment sur leur garde, ils repèrent le prédateur alors que ce dernier est encore très loin. Ils ont donc tout le temps de se mettre à l'abri dans les arbres environnants. La matinée touche à sa fin. Les hamadryas, le ventre plein, reviennent en hâte aux falaises. Pour le clan, ce retour est matière à célébration. Aucune bande rivale n'a profité de leur absence pour s'installer. Maintenant que le groupe ne craint plus rien, les mâles dominants peuvent se détendre.
Les mères s'installent pour s'occuper de leurs petits. Les femelles mettent bas tous les 24 mois. Entre chaque naissance, elles protègent et élèvent leurs petits. À l'âge de 2 ans, les jeunes babouins commencent à prendre leur indépendance. Pour tous les jeunes du clan, le retour aux falaises est synonyme d'heures d'amusement. Se sachant en sécurité chez eux, ils font preuve d'un entrain plus infatigable que jamais. Ces bousculades, à première vue innocentes, sont en fait les prémices d'un phénomène bien plus violent. L'agressivité et les talents de bagarreurs sont des facteurs capitaux pour le statut social des mâles. Ces bagarres amicales constituent donc une étape indispensable de leur développement. Seuls les plus forts auront un jour un harem. Les mâles secondaires, les plus faibles, ont beaucoup de mal à trouver une compagne. La loyauté d'une femelle envers son mâle dominant n'est pas une question de choix, mais plutôt de force. Les autres mâles doivent respecter leurs congénères dominants et leur harem. Toute tentative de rébellion peut entraîner un combat sanglant. Ces autres mâles ne peuvent se reproduire qu'en cachette, ou bien en prenant le dessus sur un mâle dominant lors d'un combat. Dans un habitat aussi hostile, les situations de conflit sont très fréquentes pour les hamadryas. Si l'un d'entre eux prend le risque d'ébranler la structure du groupe, c'est généralement par nécessité. Les Geladas, leurs voisins septentrionaux, évoluent dans un environnement diamétralement opposé.
La nourriture y est abondante, ce qui entraîne une approche radicalement différente des comportements. Alors que chez les Hamadryas, tout se règle par le conflit, les Geladas ont choisi une autre voie pour assurer la cohésion du groupe. Chez eux, c'est l'affection et non la violence qui règne le plus souvent en maître. Chez les Geladas, les femelles dominent la hiérarchie. Ce sont elles qui prennent les décisions d'accouplement qui influencent la dynamique du groupe. Elles choisissent de laisser ou non le pouvoir au mâle dominant. Par conséquent, c'est au mâle d'impressionner ses dulcinés. Le mâle dominant n'est donc pas le meilleur combattant, mais l'épouilleur le plus doux. Il y a 2 millions d'années, le babouin le plus répandu était l'ancêtre du Gelada, qui vivait dans les prairies verdoyantes de l'Afrique subsaharienne. Au cours des millénaires, le climat s'est peu à peu aridifié et les herbes dont il était friand ont reculé jusqu'au sommet des montagnes éthiopiennes. Aux altitudes les plus basses, elles ont laissé la place à la savane actuelle, beaucoup plus sèche. La progression de la savane a entraîné l'apparition des babouins hamadryas. Ils ont remplacé les Geladas partout, à l'exception des sommets des hauts plateaux éthiopiens. Aujourd'hui, les deux groupes sont diamétralement opposés. Le premier protégé par un habitat de montagne généreux, le second confiné à l'environnement impitoyable de la savane. Le premier sous l'égide des femelles, le second dominé par les mâles. L'un centré sur la paix sociale et l'autre fondé sur la violence. Jamais cette violence n'est plus évidente que lorsque deux clans d'Hamadryas se disputent le même territoire. Un groupe rival approche des falaises de l'Awash. Les mâles dominants locaux s'unissent pour lancer une offensive. La bataille opposera les plus forts de chaque clan. La tension ne cesse de monter. La bataille éclate.
Les échauffourées peuvent être violents. Mais la bataille ne dure pas. Le clan local plus fort a eu raison de son rival. Les falaises retrouvent la paix. Après avoir remporté la bataille et protégé leur oasis, les familles d'Amadrias commencent l'ascension qui les ramène à leur site de repos nocturne. Leur territoire ne craint plus rien. En luttant côte à côte pour protéger leur petit coin de paradis, les mâles dominants ont renforcé leurs liens. Chaque jour, ils comptent les uns sur les autres pour surmonter les défis de l'Awash. Mais l'enjeu en vaut toujours la peine. Les harems peuvent dormir tranquilles. Les femelles savent que leur site de repos nocturne a été défendu avec succès. Le groupe s'installe pour la soirée dans la sécurité de leur forteresse montagneuse. Dans le parc national d'Awash, une nouvelle journée touche à sa fin. L'Éthiopie comporte de nombreuses régions sauvages. Elles abritent quelques-unes des espèces les plus fascinantes du règne animal. Les primates d'Éthiopie sont aussi variés que les habitats qui les accueillent. Dans le parc national d'Awash, cette diversité est confinée à une petite zone où se côtoient tous les environnements. Les oasis des falaises sont l'objet de toutes les convoitises. Seuls les clans d'Amadrias les plus dominateurs peuvent se les approprier. Les mâles dominants doivent subvenir aux besoins de leur famille. C'est dans ce but qu'ils arpentent toute l'étendue du parc à la recherche de nourriture dans chacun de ces environnements. Incapables de survivre en un seul endroit, ils doivent partager leur existence sur 2 domaines. Leur union est faite de tendresse et d'hostilité. À l'image du monde à la fois généreux et cruel dans lequel ils évoluent. Les batailles quotidiennes qu'ils livrent à la nature et à leurs congénères révèlent une société passionnante, riche des difficultés, des triomphes et des paradoxes du parc d'Awash.